Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on s'intéresse aux méthodes itératives qu'on utilise pour la résolution des systèmes linéaires. Dans la première partie de ce cours-là, on a étudié trois méthodes, qui sont la méthode Gauss, la méthode LU et la méthode de Cholesky. Ces trois méthodes sont classées en tant que méthode directe. Donc, une méthode directe, c'est une méthode qui nous permet d'obtenir la solution exacte du système après un nombre fini d'opérations. Ce nombre d'opérations peut être calculé même avant de résoudre le système. Donc, je peux déterminer ce nombre d'opérations même avant de résoudre le système en fonction de la taille de mon système. Les méthodes itératives utilisent une autre approche que les méthodes directes. On voit que dans une méthode itérative, on calcule une suite d'approximations successives de la solution de problèmes. En théorie, ce processus est infini. Donc, en pratique, le calcul d'une solution approchée est s'arrêter dès que l'on estimait avoir atteint une précision suffisante. Alors, pour les méthodes itératives, on calcule une solution approximative à partir d'un processus qu'on va construire. Ce processus normalement est infini, donc pour avoir la solution exacte, on doit passer à la limite, donc on doit faire une infinie d'itérations. Mais en pratique, on arrête, c'est le processus atteint une précision suffisante. Les méthodes itératives sont utilisées pour résoudre des systèmes de grande taille et à des matrices creuses. Cette approche est en effet plus naturelle dans ce cas-là, puisqu'il n'est pas nécessaire, comme dans les méthodes directes, de porter à terme le calcul de la décomposition de la matrice, qui serait extrêmement coûteuse. Alors, le principe est le suivant. Je transforme mon système linéaire original à x égale à b à un problème de points fixes. Comment je peux faire ça? Je dois commencer par casser la matrice A en deux parties. Casser la matrice A, c'est-à-dire écrire A sur la forme de M moins N. M et N sont deux matrices, à condition que la matrice M soit une matrice facile à inverser. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a AX égale à B, je remplace A par M moins N. On va faire une petite distribution, ça devient MX moins NX égale à B. On va mettre le NX de l'autre côté. Donc, MX, c'est NX plus B. Et enfin, je peux dire que X, c'est l'inverse de M fois NX plus B. Alors, ici, vous voyez bien qu'on a multiplié par l'inverse de M. C'est pour ça qu'on pose la condition M doit être inversible et facile à inverser. Alors, il est clair ici qu'il doit être inversible. Alors, pourquoi j'ajoute le mot facile à inverser? Parce que s'il n'est pas facile à inverser, je complique le travail. Et mon but, c'est de réduire les calculs. Alors, à partir de cette formule, on va le développer un peu. J'aurai x égale m-1 nx plus l'inverse de m fois b. Enfin, je peux dire que mon processus est le suivant. Donc, la solution approximative à l'itération k plus a est égale m-1 fois n fois la solution approximative à l'itération k plus l'inverse de n fois b. Je note que l'inverse de n fois n, on va le noter b, et l'inverse de m fois b, fois le vecteur b, on va le noter petit grand c. Prenons un petit exemple. Alors, j'ai ce système-là, donc un système, c'est une matrice 3 fois 3. On va commencer par casser la matrice A. Alors, voici une matrice 6, 2, 0, 4, 8, 2, 0, 1, 9. On va casser de cette façon. Alors, j'ai pris le diagonale. J'écris sur la forme m-1. Tel comme dans la matrice 1, vous avez une diagonale qui contient 5, 9, 9. Et pour la matrice n, c'est les éléments qui nous permettent d'avoir ça. Donc, ce sera m-n. Vous voyez, j'ai pas gardé le même diagonale dans mon exemple. J'ai pas gardé le même diagonale que celle de A dans la matrice M. C'est un autre diagonale et j'ai construit ce processus-là. L'essentiel, c'est que M moins 1 soit égal à la matrice A. La matrice M, c'est une matrice diagonale, donc elle est très facile à inverser. Donc l'inverse de M, ce sera donc, c'est des zéros partout, sauf les diagonales, on a 1 sur 5, 1 sur 9, 1 sur 9. Donc multiplié par n, fois la solution de l'itération xk, plus l'inverse de 1 fois le vecteur b. Et comme ça, je construis mon processus itératif. Alors, si je parle maintenant de cette méthode, il y a deux points qui sont intéressants.
Ces deux points, on a déjà vu le moment où on a traité le problème de points fixes pour la résolution des équations non linéaires. Tout à fait, au début, je dois avoir une équivalence entre mon système original et mon problème de points fixes. Et deuxièmement, je dois avoir la convergence de mon système, bien de mon problème de points fixes. Alors, au système linéaire AX égale à B, avec A c'est une matrice carrée, et B c'est un vecteur à un élément, nous associons le schéma itératif. La solution approximative à l'itération K plus 1 est égale à B fois la solution approximative à l'itération K plus C. Avec x0 comme solution initiale est donnée, et grand B, donc grand B c'est une matrice carrée, et C c'est un vecteur à n éléments. Alors, on dit que la méthode itérative est consistante, c'est in-b est inversible, et c'est l'inverse de A fois B est égal à l'inverse de i-b fois C. Alors, in fois B, le i ici, c'est pour dire la matrice identité. Donc, la méthode consistante, c'est la matrice identité moins B est inversible, et l'inverse de A fois B est égal à l'inverse de la matrice identité moins B fois le vecteur C. Donc, on appelle ça une méthode qui vérifie ces deux conditions-là. C'est une méthode qui est consistante. Maintenant, concernant la convergence. On dit qu'elle converge, on dit que la méthode, mon processus converge, mon schéma itératif converge, c'est pour tout x0 appartient à Rn, la suite xk définie ci-dessus est convergente. Alors, ici c'est une remarque qui est importante. Pendant le cours de solution des équations non linéaires, on parle de convergence dans un intervalle. Alors, si x0 appartient à un intervalle AB, on aura la convergence selon si certaines conditions sont vérifiées. Par contre, dans cette partie-là, on parle de la convergence pour tout vecteur initial x0. Donc, quel que soit x0, je dois avoir, on dit qu'on a la convergence, c'est quel que soit x0, la suite xk est convergente, et non pas pour des x0 particuliers. Donc, la convergence, on parle de la convergence, si elle existe pour n'importe quel vecteur x0. Alors, une première remarque concernant la notion de consistance. Si la méthode est consistante, alors le point fixe de cette méthode est la solution du système AX est égal à B. Deuxièmement, même si la méthode est consistante, elle n'est pas toujours convergente. Prenons un exemple simple, donc je prends ce système-là, de I, X est égal à B. Alors de I, pour dire IN, c'est la matrice identité de taille n fois 1. Donc on va multiplier par 2, donc ça sera une matrice qui contient des zéros partout, sauf dans le diagonal où on avait des 2, à laquelle nous va appliquer une décomposition et construire une méthode itérative. Alors, je peux dire que 2ix est égal à b, donc de i, on va le diviser en deux parties, i plus i, donc ça devient ix plus ix est égal à b, ce qui implique que ix est égal à moins ix plus b, donc à la fin, je peux dire que x est égal à moins ix plus b. Alors, n'oubliez pas, la matrice identité, si on va le multiplier par un vecteur, elle me donne elle-même. Et à la fin, je construis mon processus qui est x à l'itération k plus 1 est égal à moins xk plus b. Ça, ici, on a construit une méthode qui est consistante. Malheureusement, elle ne converge pas. Alors, si je prends x0 quelconque, je trouve que x1, c'est moins x0 plus b, et que x2, c'est moins x1 plus b. Je fais un petit développement, je trouve que x2 est égal à 0. Alors, si on va continuer à faire les calculs, je vais trouver que xk vérifie cette propriété. Donc, ck est pair. Donc, si on avait x de k, donc ce sera b moins x0. Si on a une itération impaire, c'est-à-dire x à l'itération de k plus 1, j'aurai b. Donc, soit b moins x0 ou bien b. Donc, on n'a pas de convergence vers la solution du système qui n'est rien d'autre que b sur b. Ici, c'est un exemple simple sur une méthode qui est consistante, mais qui n'est pas convergente. On va poser des petites questions concernant la convergence. Comment je peux vérifier si une méthode est convergente ou non? Alors, je vais faire un petit développement qui me permet d'avoir une idée sur ça. Alors, on sait bien que, d'après ce qu'on a défini, que la valeur de x à l'itération k n'est rien d'autre que b fois la valeur de x à l'itération x moins 1 plus c.
Je remplace maintenant x à l'itération k-1 par b fois x à l'itération k-2 plus c pour avoir cette nouvelle écriture. Et je continue maintenant. Maintenant, je remplace x k-2. X k-2 sera remplacé par b fois x à l'itération k-3 plus c pour obtenir, donc si je développe, j'aurai cette écriture. Enfin, si on va continuer à faire ces calculs-là, j'obtiens cette formule. Donc, la solution approximative de notre système à l'itération k est égale à b puissance k fois x 0, donc c'est la solution approximative initiale, plus la somme des bi pour i varie de 0 à k-1 fois c. Alors ici, une remarque qui est importante concernant la notion de b puissance 0. Alors je considère que b puissance 0 est égal à la matrice, on considère que b puissance 0 est égal à la matrice identité. Alors, à partir de cette identité qui a été trouvée ici, je peux dire que la convergence de ma schéma itératif, de ma suite, est liée à cette somme-là et à b puissance k. Donc, si elle est liée à cette somme, elle est liée à b puissance k aussi. Donc, la convergence dépend de cette somme. Alors, pour avoir la convergence, on doit parler de cette somme-là. Ici, on a un théorème qui est important et qui me permet de parler de convergence de ces méthodes-là. Alors, pour toute matrice B appartenant à Rn1, c'est-à-dire une matrice B carré de 1 sur 1 fois 1, il y a une équivalence entre ces trois notions-là. Donc, la série, la somme de BK pour K varié de 0 plus l'infini est convergente. La limite de B puissance K quand K tend vers l'infini est égal à 0. Le rayon spectral de B, vérifié, rayon spectral est inférieur à 1. Alors, il y a une équivalence entre ces trois points. La convergence de la série, la limite de B puissance K quand K tend vers l'infini est égal à 0, et le fait que le rayon spectral de la matrice est inférieur à 1. Donc, ces trois conditions sont équivalentes. Sous ces hypothèses, la convergence de la série est absolue, et la matrice IN-B est inversible. On a l'inverse de I moins B est égal à la somme de B puissance K. Pour K varié de 0 à plus l'infini. Donc ça, c'est une question qui est importante. Peut-être si je demande à mes étudiants de calculer la somme de B puissance K pour K varié de 0 à plus l'infini, il se fait de calculer la somme de, bien, l'inverse de cette nouvelle matrice qui est I moins B. Ici, on a un théorème qui va résumer le travail qui a été fait. Pour toute matrice carré B, telle que IN-B soit inversible, alors j'écris ici IN-B soit inversible pour dire que ma méthode est consistante. Et pour toute C appartient à Rn, la méthode itérative xk plus 1 est égal bxk plus c est convergente si seulement c'est l'un des trois conditions équivalentes du théorème 1 sont satisfaites. Donc, pour parler de la convergence, je dois uniquement satisfaire l'un de ces trois conditions. Alors, si j'arrive à prouver l'un de ces trois conditions, alors je suis sûr que ma méthode itérative est convergente. Malheureusement, prouver l'un de ces trois, prouver l'un de ces trois conditions n'est pas toujours facile à faire. Donc, c'est vraiment difficile dans certains cas. Ce sera pas facile de calculer les rayons, ou bien de calculer B puissance K. Ce qui pose un problème. Donc, on a des résultats qui me permettent de dépasser ces conditions-là et faire un travail beaucoup plus facile. Alors, on a un théorème qui dit, c'est pour toute matrice B appartenant Rnm, alors le rayon spectral de B est inférieur aux normes matricielles de B. Alors, le rayon spectral d'une matrice est toujours inférieur à ces normes. Ce qui me permet de déduire cette proposition. Pour toute matrice carré B, telle que IN-B soit inversible, et pour tout vecteur C appartenant à N, s'il existe une norme qui est inférieure à 1, alors la méthode itérative est convergente. Alors, comment on a déduit ça? On a déjà vu que c'est la norme, si le rayon spectral est inférieur à 1, la méthode est convergente.
Et puisqu'on arrive ici à trouver une norme qui est inférieure à 1, on peut déduire directement que le rayon spectral est inférieur à 1. Ce qui me permet de dire que la méthode est itérative. Alors, prenons quelques exemples. Ici, j'ai un premier système, bien, une première méthode itérative. Donc, voici la matrice B, voici le vecteur C. Donc, je commence par calculer les normes de la matrice B. J'ai calculé la norme 1. Donc, je vous rappelle, c'est quoi la norme 1? Je prends les éléments de chaque colonne, je fais leur somme en valeur absolue, puis je prends le maximum. Donc, le maximum ici, c'est 0,6 plus 0,5 plus 0,2, c'est-à-dire 1,3. Alors, on a la norme 1 est égale à 1,3, strictement supérieur à 1. Qu'est-ce que je peux déduire? Donc, directement, ici, on peut rien dire. Le fait d'avoir une norme qui est supérieure à 1, on peut rien dire. Je passe à la norme infinie. C'est quoi la norme infinie? C'est la somme des éléments de chaque ligne. Alors, je prends la somme des éléments de chaque ligne en valeur absolue, puis on va sélectionner leur maximum. Alors, si j'ai fait mes calculs, si j'ai pas fait de faute, j'aurai 0,9. 0,9 est inférieur à 1. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Directement, la méthode est convergente. Prenons un deuxième exemple. Donc, voici mon deuxième exemple. J'ai commencé par calculer la norme 1 de la matrice B1. Je trouvais qu'elle est 7,01, 7,09, donc on ne peut rien déduire. J'ai calculé aussi la norme infinie, je trouvais qu'elle est 5, donc je ne peux rien dire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé au calcul des valeurs propres de la matrice B1. J'ai calculé lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Donc lambda 2 et lambda 3, c'est des valeurs propres complexes. Qu'est-ce que je fais? Je prends ça en module, c'est des valeurs propres en module, plus ça en valeur absolue. On va choisir la plus grande, et la plus grande représente le rayon spectral. Alors si je prends la plus grande en valeur en module, je trouve que le rayon spectral de la matrice B est 3,32. Le rayon spectral est supérieur à 1, on déduit directement que la deuxième méthode est divergente. Bien. Comme vous le savez bien, si on travaille avec les méthodes itératives, on doit toujours fixer un test d'arrêt. Il y a plusieurs tests d'arrêt possibles. Alors, tout à fait au début, on va fixer un seuil de précision epsilon. Il peut y avoir plusieurs tests. Le premier test, c'est la norme de AX moins B doit être inférieure à epsilon. Ça, c'est le premier test qu'on peut vérifier. Deuxième test, c'est la différence entre deux solutions, la norme de la différence entre deux solutions approximatives est inférieure à epsilon. Ça, c'est le deux tests qu'on peut utiliser souvent. Alors, il y a quelques remarques concernant ces deux tests-là. Alors, concernant le premier test, dans certains cas, il ne sera jamais satisfait, même si la méthode est convergente. Pourquoi? C'est en effet que les erreurs d'arrondi à l'usage d'une arithmétique de précision finissent soit de même ordre que le gain de précision obtenu à l'itération en cours. Le second test est plus réaliste. On arrête l'itération lorsqu'on ne produit plus de gains significatifs de précision. Le test idéal, mais irréalisable, est bien sûr lié à la distance entre la solution exacte et la solution approximative. Pourquoi ce test n'est pas réalisable en général? Parce que si je connais la solution exacte, je ne m'intéresse pas à chercher une solution approximative. Donc ici, on a trois tests possibles. Premier test, on a dit qu'il pose dans certains cas des problèmes. Le deuxième test, qui est le plus utilisé, donc, et le troisième test, qui est le test idéal. Bien. Une dernière remarque concernant ces tests-là. Alors, comme vous voyez bien, ces tests, c'est des normes. Des normes qui sont inférieures à epsilon. Donc, ça dépend de la norme qui est utilisée. Alors, si j'utilise la norme infinie ou bien la norme 1, ça ne sera pas la même chose. Maintenant, on va parler du nombre d'itérations. Donc, comment je peux déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour avoir une certaine précision. Alors, je considère le système AX égal à B, à laquelle on associe la méthode itérative. Donc, la solution approximative à l'itération K plus 1 est égale B fois X à l'itération
K plus C. Ici, on a une relation qui est importante, qui dit que la norme de xk plus 1 moins x est presque égale au rayon spectral de B puissance k plus 1 fois la norme de x0 moins x. Ce qui me permet de dire que c'est le logarithme, je peux dire ici donc que k, c'est pratiquement presque égal, logarithme de la norme de xk plus 1 moins x, moins le logarithme de x0 moins x sur le logarithme du rayon spectral de B. Alors, comment je peux utiliser ça? Alors, vous pouvez peut-être poser la question, monsieur, je ne peux pas faire ce calcul parce que ici vous avez le cas et on a aussi un autre cas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Regardez comment on utilise cette relation-là. Je prends tout à fait au début un vecteur initial x0 et je vais essayer de déterminer le nombre k d'itérations nécessaires pour avoir l'erreur inférieure à 0,01. Alors, pour l'erreur ici, j'utilisais la norme infinie. Supposons que voici mon schéma itératif. xk plus 1 est égal à b fois xk plus c, de telle façon que la matrice B est celle-ci. Et le vecteur initial x0 est celui-là. Alors, comment je peux faire le calcul? On va dire directement que k, c'est presque égal le rayon spectral de l'erreur. Donc, je remplace xk plus 1 moins x, la norme de xk plus 1 moins x, par la norme de l'erreur. Moins ln de x0 moins x à l'infini sur ln du rayon spectral de B. Alors, ici, ça reste toujours un problème. Parce que pour pouvoir utiliser cette formule-là, je dois connaître la solution exacte de mon système original. Alors, parce que c'est moi qui ai construit ce système, je connais la solution exacte, ou bien le point fixe de ce système-là, qui est 1, 0, 1. Le rayon spectral de la matrice B, c'est 0,6431. Et si je fais mes calculs, je trouve que K est égal presque 10,431. Alors, il suffit de faire 11 itérations pour avoir une erreur qui est inférieure à 0,01. Toujours avec le nombre d'itérations, on va voir maintenant une autre approche. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a x à l'itération k moins 1, à l'itération k plus 1 moins x est égal à b fois x à l'itération k moins x. Donc ça, cette quantité représente l'erreur à l'itération k plus 1. Et cette quantité représente l'erreur à l'itération k. Donc on a trouvé une relation entre l'erreur à l'itération k plus 1 et l'erreur à l'itération k. Cette relation, c'est que l'erreur à l'itération k plus 1 est égale b fois l'erreur à l'itération k. Ce qui me permet de dire que la norme de l'erreur à l'itération k plus 1 est inférieure ou égale à la norme de b fois la norme de l'erreur à l'itération k. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la norme de l'erreur à l'itération k. Je dis que la norme, bien que l'erreur à l'itération k, donc c'est xk moins x, j'ai ajouté x à l'itération k plus 1, j'ai soustrait x à l'itération k plus 1. Donc on n'a rien fait ici. Donc, plus ou moins la même quantité. On va jouer un peu, donc je prends xk plus 1 avec moins x pour avoir l'erreur à l'itération k plus 1 et je mets ces deux-là entre parenthèses. J'utilise la propriété trigonométrique des normes vectorielles pour dire que cette quantité est inférieure ou égale à la norme de l'erreur à l'itération k plus 1 plus la norme de xk moins xk plus 1. Alors, avant de continuer, une petite remarque ici. Ici, j'ai cette inégalité à partir de la quatrième propriété. Bien, on a cette inégalité. D'où vient cette inégalité qui était ici? C'est parce qu'on a utilisé des normes compatibles. Alors, je vais introduire ici les normes. Et parce que la norme matricielle et les normes vectorielles qui sont utilisées sur B, elles sont compatibles, donc je peux avoir cette écriture-là. Ici, j'utilisais le fait que les normes et la norme vectorielle sont dans la relation trigonométrique. On continue. Donc, je reprends maintenant. On a tout à fait au début que l'erreur à l'itération k plus 1 est inférieure ou égale à b fois l'erreur à l'itération k. Donc, je vais multiplier ça par la norme de b. Donc, de ce côté aussi, ça sera l'erreur à l'itération, la norme de l'erreur à l'itération k plus 1 est inférieure ou égale à la norme
de B fois, donc l'erreur, la norme de l'erreur d'itération k plus 1 plus la norme de xk moins xk plus 1. Ce qui implique à la fin, je peux dire que la norme de l'erreur d'itération k plus 1 est inférieure ou égale à la norme de B sur 1 moins la norme de B fois la norme de xk moins la norme de xk plus 1. Si on va faire en utilisant la récurrence, j'arrive à la dernière relation qui est la suivante. Donc, la norme de l'erreur d'itération k plus 1 est inférieure ou égale à la norme de l'erreur d'itération b puissance k plus 1 sur la norme de 1 moins b multiplié par la norme de x0 moins x1. Alors, je vais utiliser cette formule pour estimer le nombre d'itérations nécessaires pour avoir une erreur qui est inférieure à epsilon. Si je veux avoir une erreur qui est inférieure à epsilon, je mets cette quantité. Celle-ci doit être inférieure à moins epsilon. Alors, si elle est inférieure à epsilon, je peux déterminer le k plus 1. Une petite remarque concernant cette formule. Cette formule dépend de la norme utilisée. Premièrement. Deuxièmement, elle n'utilise pas, ou elle ne nécessite pas la connaissance de la solution exacte comme la formule précédente. Alors, il suffit d'avoir x0 et x1. Une troisième remarque, que la norme de b utilisée doit être inférieure à 1. Alors, si la norme de b n'est pas inférieure à 1, ça marche pas. Alors, on va avoir une norme qui est inférieure à 1 qui me garantit la convergence de mon processus. Prenons maintenant des exemples sur des méthodes itératives qu'on utilise souvent. Alors, tout à fait au début, je prends ma matrice carrée, dimension n fois n. On va le décomposer en trois parties. Donc, j'écris la matrice A sur la forme D moins E moins F. Tel que A, D et F sont des matrices qui vérifient les propriétés suivantes. Alors, pour la matrice D, on a DIG est égal à IG, CI est égal à Z. Et 0, c'est bon, c'est-à-dire que la matrice D contient les éléments de la diagonale de la matrice A et des zéros ailleurs. La matrice E. Alors, les éléments de la matrice E, donc EIG est égal à moins AIG si I est supérieur à G. 0, c'est non. Les éléments de la matrice F, c'est toujours moins AIG si I est inférieur à G, et 0, c'est non. Alors, nous supposons ici que tous les éléments de la diagonale de la matrice A sont différents des 0. Alors, on suppose ça, donc, pour pouvoir utiliser ces méthodes qu'on va expliquer plus tard. Alors, si tous les éléments de diagonale de la matrice A sont non nuls, alors la matrice D, D-E et D-F seront inversibles. Prenons un exemple sur cette décomposition. Alors, voici ma matrice A. Je vais faire décomposition D-E, F. Alors, c'est quoi D? D, c'est la diagonale de A. E, c'est cette partie-là, avec un signe inversé. Et enfin, vous avez le F. F, c'est cette partie-là, avec un signe inversé. Donc, on divise la matrice en trois parties. Comment on va utiliser ça? Alors, maintenant, on va parler de trois méthodes. Commençons par la première et la plus facile à utiliser. C'est la méthode de Jacobi. Les méthodes qu'on va voir se basent sur la décomposition qu'on a déjà vue. Alors, je prends mon système à x est égal à b. On va casser la matrice A. Donc, sur la forme D moins E moins F. Donc, ce sera D moins E moins F x est égal à b. Donc, je peux écrire ça sur la forme dx moins, entre parenthèses, E plus F fois x est égal à b. Alors, ici, D, c'est une matrice diagonale. Une matrice diagonale où les éléments diagonales sont différents de 0, ce sera une matrice inversible et très facile à inverser. Donc, le D va jouer le rôle de M. E plus F va jouer le rôle de la matrice M. Donc, je peux dire maintenant que D fois X est égal E plus F fois X plus B. Ce qui me permet de dire que
x, c'est l'inverse de d fois e plus fx plus d moins 1 b. Et enfin, maintenant, je vais construire mon processus itératif. Donc, mon processus itératif, c'est quoi? C'est x à l'itération k plus 1 est égal à l'inverse de d fois e plus f fois x à l'itération k plus d moins 1 b. Prenons un exemple. Donc, voici la matrice A, voici mon système, donc AX égale à B. Voici la matrice, le vecteur X et le vecteur B. Je commence par faire la décomposition de la matrice A, puis on va construire mon schéma itératif. Donc, je dois inverser D. C'est quoi l'inverse de D? Donc, c'est l'inverse des éléments diagonaux. Ça devient 1 sur 1, 1 sur 5, 1 sur 1. On va multiplier par E plus F, et on va multiplier aussi le vecteur B par l'inverse de D. Pour avoir à la fin mon schéma itératif. Alors, x à l'itération k plus 1 est égal à cette matrice fois x à l'itération k plus ce vecteur c. Alors, en général, pour la méthode de Jacobi, on note la matrice B, on en note G pour dire méthode de Jacobi. Maintenant, on va voir la deuxième méthode qui est la méthode de Gauss-Seidel. Cette méthode utilise aussi la décomposition précédente. Alors, j'ai pris mon système AX égale à B, on casse la matrice A sur la forme D moins E moins X, B moins E moins F. Mais cette fois, on va regrouper la matrice D et E. Donc, ça devient D moins E fois X moins Fx est égal à B. Puis, on va dire que D moins E fois X est égal à Fx plus B. À partir de ça, je peux dire que X est égal à l'inverse de D moins E fois F fois X plus l'inverse de D moins E fois B. Alors, ici, D moins E a joué le rôle de la matrice M. D moins E est une matrice triangulaire inférieure. Et la matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice qui est inversible si les éléments de la diagonale sont non nuls, donc on a déjà posé cette condition, et elle est facile à inverser si on l'en compare par rapport à une matrice normale. À partir de ça, je peux construire mon schéma itératif qui est x à l'itération k plus 1 est égal à l'inverse de d moins e fois f fois x à l'itération k plus l'inverse de d moins e fois b. On note, donc voici la matrice B, que l'on note pour la méthode de Gauss, de cette façon-là, G. Alors, prenons un exemple. Alors, je prends le même système précédent, je fais la même décomposition, je construis la matrice D moins E, voici la matrice D moins E, j'ai calculé son inverse, voici l'inverse de D moins E, puis j'avance. Alors, je dois calculer l'inverse de D moins E fois F, puis l'inverse de D moins E fois B, pour obtenir mon schéma itératif à la fin. Ici, une remarque importante concernant le schéma itératif de la méthode de Gauss-Seidel. Pour la méthode de Gauss-Seidel, la matrice B, bien entendu G, la première colonne est toujours nulle. La première colonne est toujours nulle pour la méthode de Gauss-Seidel. Il n'y a plus de 0. Par contre, si on compare ça avec la méthode de Jacobi, pour la méthode de Jacobi, je peux voir que le diagonale de la matrice B est nul. Donc, pour Jacobi, c'est le diagonale qui est nul quand il n'y a que des zéros. Et pour Gauss, c'est la première colonne qui est nulle. Donc, après avoir vu le principe ou la façon avec laquelle on peut construire la méthode de Jacobi et de Gauss-Seidel, parlons maintenant des conditions de convergence de ces deux méthodes-là. Alors, je vous rappelle que la méthode de Jacobi est définie par, donc, x l'itération k plus 1 est égal à l'inverse de la matrice D fois E plus F fois x l'itération k plus l'inverse de D fois B. La méthode de Gauss-Seidel a été définie par l'inverse de D moins E fois F fois x à l'itération k plus l'inverse de D moins E fois B. Donc,
Ici, dans la méthode de Jacobi, donc l'inverse de D l'inverse de D fois E plus F jouait le rôle de la matrice B. Et dans la méthode de Gauss-Seidel, c'est l'inverse de D moins E fois F qui jouait le rôle de la matrice B. Alors, si j'applique les résultats précédents, alors de convergence, on a vu que je peux avoir la convergence si je peux prouver l'un de ces trois propriétés, conditions équivalentes. La série, la somme des BK est convergente. La limite de B puissance K quand K tend vers l'infini est égale à 0. Le rayon spectral de B vérifie un rayon spectral inférieur à 1. On a dit que ces conditions-là ne sont pas faciles à vérifier. Heureusement, pour ces deux méthodes-là, on a des résultats de convergence importants. Alors, heureusement, pour ces deux méthodes-là, on a certains résultats de convergence qui sont faciles à vérifier. Alors, commençons par définir c'est quoi une matrice diagonale strictement dominante. Alors, on dit que A est une matrice diagonale strictement dominante lorsque l'élément situé sur la diagonale est supérieur en valeur absolue à la somme de tous les autres éléments en valeur absolue. Donc elle est supérieure, donc l'élément qui est situé sur le diagonale est supérieur à la somme des éléments de la même ligne en valeur absolue. Cette matrice a une propriété assez importante. Donc une matrice à diagonale strictement dominante est toujours inversible, donc un déterminant non nul. Et un système AX égale à B où la matrice A est diagonale strictement dominante, c'est un système qui admet toujours une solution unique. Le résultat qui nous intéresse est la suivante. Donc, si A est diagonale strictement dominante, alors les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel convergent. Donc ça, c'est une condition suffisante pour prouver la convergence de la méthode de Jacobi et de Gauss-Seidel. C'est-à-dire, si A, donc si vous avez un système AX est égal à B, où A est une matrice diagonale strictement dominante, alors je peux utiliser la méthode de Jacobi ou bien de Gauss-Seidel pour obtenir une solution approximative, car ces deux processus sont convergents. Par contre, si A n'est pas diagonale strictement dominante, si A n'est pas diagonale strictement dominante, on ne peut rien dire sur la convergence de la méthode de Jacobi et de Gauss-Seidel. Alors, soit on reprend les résultats précédents, ou bien on cherche d'autres résultats. Prenons un exemple. Alors, voici mon système AX est égal à B. Dans ce système-là, je peux vérifier facilement que ma matrice est à diagonale dominante stricte. Alors, vous avez ici le premier élément de la diagonale, 5. 5 est supérieur à 1 plus 3. C'est bon, première ligne. Je passe à la deuxième ligne. L'élément de la deuxième ligne, donc diagonale, c'est moins 10. En valeur absolue, c'est 10. Donc 10 est supérieur à 7 plus 2. Je passe à l'élément suivant. Troisième ligne, vous avez 5. 5 est supérieur à 1 plus 1. Alors, je dois prendre ces éléments en valeur absolue pour faire la comparaison. Donc, moins 1 en valeur absolue plus 1 en valeur absolue, c'est 2. Et 2 est inférieur à 5. Donc, je peux dire que ma matrice A est diagonale strictement dominante. Mon processus de Jacobi, donc, s'écrit de cette façon. Le voici. Je vous rappelle que dans le processus de Jacobi, toujours la matrice G, les éléments diagonaux de la matrice G sont des zéros. Le processus de Gauss-Seidel s'écrit sur cette forme-là. Alors je vous laisse le soin de refaire les calculs. Je vous invite à refaire les calculs. Alors pour le Gauss-Seidel, la remarque qu'on a vue concernant la matrice, c'est que la première colonne est toujours nulle. Alors ici, parce que la matrice A est diagonale dominante stricte, le processus de Jacobi et de Gauss-Seidel sont convergents parce que la matrice est DDS ou bien ce qu'on dit diagonale dominante stricte. Ici, j'ai un autre théorème maintenant, d'autres résultats. C'est A, donc, est symétrique définie positif. Alors, c'est A est symétrique définie positif, la méthode de Gauss-Seidel converge. Alors ça, c'est un autre théorème concernant la convergence de la méthode de Gauss-Seidel. Donc jusqu'à maintenant, on avait deux théorèmes. Le premier théorème, c'est concernant la convergence de Gauss-Seidel et de Jacobi. Donc c'est A et DDS. Les deux méthodes convergent. Si A maintenant est symétrique défini positif, alors la méthode de Gauss-Seidel converge.
Je prends un exemple. Donc, voici une matrice A qui est symétrique définie positive. Donc, je peux voir qu'elle est symétrique. Donc, voir ça facilement. Donc, elle est symétrique. Alors, pour vérifier qu'elle est définie positive, donc 4 est positif. Le déterminant de ce matrice, donc cette sous-matrice, c'est 4 fois de 8 ou moins 4 est toujours positif. Et le déterminant de la matrice est aussi positif. Donc ça, c'est la façon la plus simple pour vérifier qu'elle est définie positive. Donc si elle est définie positive, le processus de Jacobi converge. Dans notre exemple, le processus de Jacobi s'écrit de cette façon-là. Et je répète, toujours la première colonne, ce sera des zéros. Alors vous allez faire des calculs, vous trouvez que la première colonne est différente de 0, donc vos calculs sont fausses. Alors voici mon processus. Bien sûr, je vous demande de refaire le calcul et vérifier ces calculs tout seul. Bien. On peut poser une question assez simple. Quelle est la meilleure méthode? Quelle est la plus rapide? C'est Gauss-Seidel ou bien Jacobi? Donc il y a certains résultats, dans certains cas, où on peut comparer entre ces méthodes-là. Alors en réalité, si j'utilise Gauss-Seidel ou Jacobi, la méthode la plus rapide, c'est la méthode qui a le rayon spectral le plus petit. Donc chaque fois le rayon spectral devient petit, la méthode converge plus rapidement. Ça c'est le premier résultat. Dans certains cas, on a des résultats, mais on peut comparer entre ces méthodes-là sans être besoin de construire la matrice de Jacobi et de Gauss-Seidel. Donc, on va faire une comparaison de Jacobi et de Gauss-Seidel pour les matrices très diagonales. Donc, je considère une matrice carrée très diagonale. C'est-à-dire que A et J est égal à 0, c'est I moins J est supérieur à 1. Soit G et J, les matrices d'itération respectivement de la méthode de Gauss-Seidel et de Jacobi. Alors, le rayon spectral de la matrice de Gauss-Seidel est égal au carré du rayon spectral de la matrice de Jacobi. Pour les matrices très diagonales. La méthode de Gauss-Seidel converge ou diverge donc plus vite que celle de Jacobi. Pourquoi elle converge plus vite? Alors, si le rayon spectral de la matrice de Jacobi est inférieur à 1, donc on va calculer son carré, il va diminuer. Donc le rayon spectral de la matrice de Gauss-Seidel devient plus petit. Et on a dit chaque fois le rayon spectral est plus petit, la méthode devient plus rapide. Je prends ici un exemple. Voici une matrice très diagonale. Donc, une matrice très diagonale. Vous avez donc le diagonal qui n'est pas nul. Vous avez ici un deuxième diagonal qui n'est pas nul. Et un troisième. En dehors de ces trois diagonales, vous avez que des zéros. Là, c'est un exemple d'une matrice qui est très diagonale. La matrice de Jacobi associée à ce système-là est la suivante. Le voici. Alors, pour déterminer son rayon spectral, je dois calculer le polynôme caractéristique. Je trouve que son polynôme caractéristique, c'est x puissance 4 moins 13 sur 30 x au carré plus 1 sur 90. Je calcule son rayon spectral, c'est-à-dire le maximum. Alors, je vous rappelle. Le rayon spectral, c'est le maximum des valeurs propres en module. Les valeurs propres, c'est les racines du polynôme caractéristique. Alors, je calcule le polynôme caractéristique. Je détermine ces racines et le maximum en module, c'est le rayon spectral. Alors, je calcule mon rayon spectral. Je trouve qu'il est 0,165 437. Donc, presque ça. Et cette quantité est inférieure à 1. Qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que la méthode de Jacobi converge. Mieux que ça, parce que A, c'est une matrice télédiagonale, alors le rayon spectral de la matrice de Gauss-Seidel est le carré de rayon spectral de G. Donc je peux déduire directement, sans calculer la matrice de Gauss-Seidel, que son rayon spectral, c'est le carré de mon rayon spectral qui est égal à 0,027 369. Donc il est beaucoup plus petit que ces rayons-là. Ici, dans notre exemple, ça sera mieux d'utiliser la méthode de Gauss-Seidel. Elle sera plus rapide. Elle va converger plus rapidement. Et on a même calculé son rayon spectral sans besoin de calculer la matrice.
Alors, après avoir vu les deux méthodes de Gauss-Seidel et de Jacobi, la question naturelle qu'on va poser, c'est quelle est la meilleure méthode? Alors, si je compare entre les méthodes itératives, la notion de meilleure méthode, c'est une notion équivalente à dire quelle est la méthode la plus rapide, qui converge plus rapidement vers la solution de mon système. Alors, en général, si je compare entre deux méthodes itératives quelconques, la méthode la plus rapide, c'est la méthode pour laquelle le rayon spectral de la matrice associée est plus petit. Dans le cas des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel, je peux comparer, mais je peux trouver une relation entre le rayon spectral de G, la matrice de Gauss-Seidel, et celle de Jacobi. La question naturelle qu'on peut poser après avoir de... Bien, la matrice est très diagonale et définie de la façon que AIG est égal à 0 si I moins G est supérieur à 1. Alors, dans cette situation, à partir de cette égalité, je peux déduire plusieurs points. La première des choses, que c'est la méthode, les deux méthodes, pour les matrices triangulaires, les deux méthodes convergent et divergent au même temps. Alors, c'est la matrice est diagonale, les deux méthodes convergent et divergent au même temps. Et la méthode de Gauss-Seidel converge plus rapidement. Alors, je répète, pour une matrice très diagonale, les deux méthodes convergent et divergent en même temps. Et s'il y a une convergence, la matrice dans la méthode de Gauss-Seidel est plus rapide. Prenons un petit exemple. Alors, voici ici une matrice, donc un système où la matrice A est très diagonale. Regardez, c'est quoi une matrice très diagonale? Elle contient trois diagonales qui ne sont pas une diagonale, deuxième, et aussi troisième. Trois diagonales non nulles. Bien. Ici, si vous avez remarqué bien, on a représenté, ou bien on a exprimé la propriété de la matrice très diagonale de cette façon. AIG est égal à 0 si I moins G est égal à 1. Alors, comment cette propriété représente une matrice très diagonale? Regardez. Chaque fois, je prends un élément qui est nul dans cette matrice très diagonale. Par exemple, celui-là. Le 0. Le 0 se trouve sur la quatrième ligne, deuxième colonne. Alors, 4 moins 2. 4 moins 2 est supérieur à 1. Donc, ça sera un 0. La même chose pour cet élément. Quatrième ligne, première élément. Donc, 4 moins 1 est supérieur à 1. Et de cette façon, on a caractérisé, donc la matrice tridiagonale sont caractérisées par cette propriété. Donc, AIG est égal à 0 si I moins G est supérieur à 1. Alors, on va continuer le calcul. Qu'est-ce que je vais faire? On va construire la matrice de Jacobi. J'ai construit la matrice de Jacobi associée à mon système. Et pour calculer son rayon spectral, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout à fait au début, je calcule le polynôme caractéristique de la matrice. Donc, le polynôme caractéristique, c'est quoi? De la matrice G, c'est le déterminant de G moins lambda x, bien moins lambda i, bien moins x i. Je calcule mon polynôme caractéristique. Leur racine, c'est les valeurs propres. Le rayon spectral, c'est la plus grande valeur propre en module. Alors, je calcule mon rayon spectral, je trouve qu'il est égal à 0,165 437. Donc, c'est une valeur qui est inférieure à 1, ce qui signifie que la méthode de Jacobi est inférieure au bloc. Ce qui signifie que la méthode de Jacobi converge. Mieux que ça, je peux déduire directement le rayon spectral de Gauss-Seidel, la matrice de Gauss-Seidel, sans calculer la matrice de Gauss-Seidel. Je trouve qu'il est égal donc au carré de rayon spectral de Jacobi, c'est 0,027 369. Ce rayon spectral est plus petit que celle de Jacobi. Donc, si on utilise ici, pour résoudre ce système, si on utilise la méthode de Gauss-Seidel, ça sera mieux, parce qu'elle converge plus rapide que celle de Jacobi.
Pourquoi elle est plus rapide? Parce que son rayon spectral est plus petit. Donc, passons maintenant à une autre méthode qui est aussi intéressante. C'est la troisième méthode qu'on va voir dans ce cours-là. C'est la méthode de surrelaxation. SOR. Alors, si vous écoutez le mot relaxation, ça signifie que c'est une méthode, que vous l'avez déjà vu, qui existe déjà, à laquelle on ajoute un paramètre. Le but d'ajouter ce paramètre-là, c'est de contrôler la vitesse de convergence de notre méthode. C'est-à-dire, on ajoute un paramètre, on va essayer, donc on ajoute un paramètre à une méthode qui existe déjà, on va essayer de jouer sur ce paramètre-là, de choisir une meilleure valeur de ce paramètre pour accélérer la convergence de mon processus. Dans la méthode de relaxation, on prend un paramètre oméga qui doit être toujours compris entre 0 et 2 pour pouvoir avoir la convergence. Donc on va voir plus tard que le fait d'être oméga entre 0 et 2, c'est une condition nécessaire pour la convergence de la méthode SOR. Alors, tout à fait au début, je commence par faire la décomposition de la matrice A. La matrice A sera décomposée de la façon suivante. Donc A est égal à D sur oméga moins E moins 1 sur oméga, 1 moins oméga sur oméga fois D plus F. Donc vous allez poser la question directement après avoir vu cette décomposition. Quelle est la relation entre ça et les méthodes qu'on a vues auparavant? Donc c'est simple, regardez. Cette méthode n'est rien d'autre qu'une modification sur la méthode de Gauss-Seidel. Vous allez me poser la question, comment? Regardez, si je prends cette décomposition et j'affecte à oméga la valeur 1, j'aurai D sur 1, c'est-à-dire D moins E, moins 0 plus 1 moins F, c'est-à-dire la décomposition qui est utilisée pour la méthode de Gauss-Seidel. Alors, on va continuer le calcul. Donc, j'ai commencé par ma décomposition. Donc, le système AX est égal à B. J'ai remplacé A par sa décomposition. Alors, j'ai gardé D sur oméga moins fois X dans le premier côté. J'ai mis les autres dans l'autre côté. Puis, donc, n'oubliez pas, pour utiliser ces méthodes-là, on a déjà posé la condition que le diagonal de la matrice A soit non nul. Le fait que le diagonal n'est pas nul, donc D sur oméga moins E est une matrice qui est triangulaire et facile à inverser. On va l'inverser pour avoir x est égal l'inverse de d sur oméga moins e multiplié par 1 moins oméga sur oméga fois d plus f. Donc, x plus l'inverse de d sur oméga moins e fois d. Donc, j'appelle cette quantité L de oméga et celle-ci C de oméga pour avoir à la fin mon processus qui est donc la solution approximative à l'itération. La solution approximative, donc à l'itération k plus 1 est égale L oméga fois la solution approximative à l'itération k plus C de oméga. Même ici, alors, je vous rappelle, remarquez bien, si je mets oméga est égal à 1, j'aurai la méthode de Gauss-Seidel. Alors, parlons maintenant de quelques conditions de convergence et quelques propriétés de cette méthode. Alors, la première remarque qui est importante, c'est que le rayon spectral de la méthode L oméga est supérieur au du de oméga moins 1. Donc ça, c'est le théorème le plus important qui me permet d'obtenir une condition nécessaire de convergence. Alors, le rayon spectral de L de oméga est supérieur à oméga moins 1. On a déjà dit, pour qu'une méthode itérative converge, il doit avoir son rayon inférieur à 1. Alors, pour avoir la convergence, je dois avoir ça. Donc, je dois avoir un rayon spectral qui est inférieur à 1. Et pour que oméga moins 1 soit inférieur à 1, je dois avoir oméga compris entre 0 et 2. Et 2. D'où la condition nécessaire de la convergence de la méthode de relaxation est que oméga soit entre 0 et 2. Ça, c'est une condition nécessaire. C'est-à-dire, si elle est vérifiée, on ne peut rien dire. Si elle n'est pas vérifiée, donc on n'a pas de convergence. Parlons maintenant d'une condition suffisante de convergence. Alors, condition qui est suffisante. Cette condition est la suivante. Alors, si la matrice A hermitienne définie positive, alors la méthode de relaxation converge pour oméga compris entre 0 et 2. Donc, dans cette condition, qui est suffisante, on a trois parties. Donc, la première des choses, la matrice doit être hermitienne. Deuxièmement, elle doit être définie positive. Troisièmement,
je dois prendre oméga entre 0 et 2. Si ces trois conditions sont vérifiées, alors la méthode de relaxation converge. Bien. Deuxième, une remarque ici qui est importante. Alors, c'est quoi une matrice qui est hermitienne? Donc, on a déjà vu c'est quoi une matrice qui est définie positive. Alors, c'est quoi une matrice hermitienne? La notion d'une matrice hermitienne, c'est une notion, mais c'est une généralisation de la notion d'une matrice symétrique. Alors, si les coefficients de la matrice A sont réels, on parle d'une matrice symétrique, c'est A est égal à son transposé. Par contre, si les coefficients de la matrice A sont des nombres complexes, on parle des matrices hermitiennes. C'est quoi une matrice hermitienne? Une matrice hermitienne, c'est une matrice qui est égale à son transposé. Donc, une matrice hermitienne, une matrice à coefficients complexes qui est égale au transposé de son conjugué. Alors, si ces conditions-là sont vérifiées, on aura la convergence. Bien sûr, si les coefficients de A sont réels, il suffit de dire que A soit symétrique, défini, positif, et que oméga compris entre 0 et 2 pour avoir la convergence. Parlons maintenant, alors, on a déjà dit aussi que le but d'ajouter ce oméga-là est de trouver un moyen pour accélérer la convergence de la méthode de relaxation. Alors, la question qu'on peut poser maintenant, c'est comment on peut choisir oméga, ou bien le oméga optimal pour augmenter la convergence. Alors, il y a deux possibilités. On peut le choisir soit d'une façon expérimentale, donc je prends plusieurs valeurs et je teste, ou bien, dans le cas des matrices tridiagonales, il y a un théorème qui me permet de le calculer directement. Alors, voici le théorème. Donc, CA est une matrice tridiagonale définie positive. Donc, vous avez deux conditions. La matrice doit être tridiagonale définie positive. Le moment où elle est tridiagonale définie positive, alors, tridiagonale définie positive. Définie positive, ça signifie que Gauss-Seidel converge. Tridiagonale, ça signifie que Gauss-Seidel et Jacobi convergent en même temps. Alors, tridiagonale définie positive, Gauss-Seidel et Jacobi convergent. Alors, si elle est matrice tridiagonale définie positive, alors la méthode de Jacobi et la celle de relaxation convergent pour tout oméga entre 0 et 2. De plus, il existe un seul paramètre de relaxation optimale, donc qui me permet d'avoir la convergence la plus rapide, égal à oméga optimal est égal à 2 sur 1 plus la racine de 1 moins le rayon spectral de G au carré, où G c'est la matrice de Jacobi. Alors je répète, c'est A est tridiagonale définie positif. Alors la méthode de Jacobi et de relaxation converge pour tout oméga entre 0 et 2. Et le oméga optimal est égal à 2 sur 1 plus la racine de 1 moins rayon spectral de G au carré. Où ρ de G c'est le rayon spectral de la matrice de Jacobi. Donc à partir de ça, je peux calculer mon rayon. Bien, je peux calculer mon oméga optimal. Prenons maintenant un petit exemple. Voici une matrice, mais un système linéaire où la matrice A est très diagonale. On va essayer d'utiliser le résultat qu'on a vu de convergence pour parler de convergence des trois méthodes qu'on a vues. Alors, tout à fait au début, je peux remarquer ici que cette matrice est DDS. Voilà. 4 est supérieur à 1. 4 est supérieur à 1 plus 1. 4 est supérieur à 1 plus 1. 4 est supérieur à 1. Donc, la matrice est DDS. L'élément diagonal est supérieur à la somme des autres éléments en valeur absolue. Le fait que la matrice est DDS, donc la méthode de Jacobi et de Gauss-Seidel sont convergentes. Ça, c'est le premier théorème qu'on a vu. Deuxième, je peux voir que la matrice A est aussi symétrique définie positive. Donc, elle est claire qu'elle est symétrique. Donc, AIG est égal à GI. Et elle est définie positive. Pourquoi? Donc, vous avez ici 4 est positif. Le déterminant de cette matrice est positif. De celle-ci est aussi positif. Et bien sûr, le déterminant de la matrice A est aussi positif. Donc, symétrie définie positive, ça signifie que la méthode de Gauss-Seidel converge. Donc, j'ai la convergence de Jacobi. Je peux voir la convergence de Jacobi de Gauss-Seidel à partir du fait que A est DS. Et celle de Gauss-Seidel uniquement parce que A est symétrique définie positive. Je peux aussi utiliser le dernier théorème. Donc, la matrice A tridiagonale, symétrique définie positive. On peut déduire la méthode de Jacobi, Gauss-Seidel et de relaxation convergente pour oméga entre 0 et 2.
Ici, c'est l'utilisation des théorèmes qu'on a vus. Donc, pour cet exemple, utilisez n'importe quelle méthode de gérer la convergence. Je peux le prouver de plusieurs façons possibles. Passons au calcul. Alors, tout à fait au début, je commence par faire la décomposition de ma matrice sur la forme D moins E moins F. J'écris mon processus de Jacobi. Je vous rappelle que le processus de Jacobi, c'est la solution à l'itération, la solution approximative à l'itération K plus 1 est égale à l'inverse de D fois E plus F fois la solution approximative à l'itération K plus l'inverse de D fois D. J'ai fait le calcul, donc, et j'obtiens ces valeurs. Je vais même calculer les valeurs propres de la matrice G et son rayon spectral, bien sûr. Donc, pour cet exemple, je vous invite et je vous demande de refaire les calculs. C'est très important pour vous. Alors, pour la méthode de Gauss-Seidel, donc j'écris mon processus. Donc, la solution approximative altération K plus 1, c'est l'inverse de D moins E fois F, multiplié par la solution approximative altération K, plus l'inverse de D moins E fois le vecteur B. Et j'ai fait mon calcul, j'aurai ces résultats. Je peux calculer les valeurs propres de G et son rayon spectral, ou bien, parce que A est une matrice très diagonale, je peux déduire les rayons spectrales de G sans calculer les valeurs propres. Alors, parce que il y a une relation entre les rayons spectrales de la matrice de Gauss et celle de Jacobi. Ils vont trouver la même valeur. Bien. Passons maintenant à la dernière méthode qui est la méthode de relaxation. Donc, la solution approximative à l'itération K plus 1 s'écrit D sur oméga moins E. Donc, l'inverse de D sur oméga moins E multiplié par 1 moins oméga sur oméga fois D plus F, ce qu'on a noté L de oméga. Tout ça, on va multiplier par la solution approximative à la solution altération K, plus l'inverse de D sur oméga moins E multiplié par B. Alors, je commence par calculer la matrice D sur oméga moins E, puis j'ai calculé la matrice D sur oméga, l'inverse de D sur oméga moins E. Alors j'ai ces matrices-là. J'ai calculé ici 1 moins oméga sur oméga D plus F. Puis j'ai passé au calcul de la matrice L oméga et de vecteur C oméga. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ça, c'est une généralisation de la matrice de Gauss-Seidel. Si je mets oméga est égal à 1, pour la matrice L oméga, j'aurai la matrice de Gauss-Seidel. Vous remarquer ça. Alors, si on met ici oméga est égal à 1, c'est 0, 0, 0, 0. Donc, tous les éléments de la première colonne. Ici, ce sera 1 sur 4, 1 sur 16, 1 sur 64 et 1 sur 256, ainsi de suite. Parce que la méthode de Gauss-Seidel est considérée comme un cas particulier de la méthode de relaxation. C'est le cas où oméga est égal à 1. Ici, je parle maintenant du dernier point qui est le oméga optimal. Tu dis le théorème A triangulaire symétrique défini positif. La méthode de Jacobi de relaxation converge pour oméga compris entre 0 et 2. Et le oméga optimal est égal à 2 sur la racine, donc 2 sur 1 plus la racine de 1 moins l'union spectrale de G. Alors j'ai fait les calculs, j'ai obtenu le oméga optimal de cette manière-là. J'ai trouvé 1,04463. Ça, c'est en utilisant le théorème qui a été déjà vu. Alors, si je ne connais pas ce théorème, je dois faire d'autres travaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Vous voyez ici dans ce graphe-là, donc l'axe des X représente les valeurs possibles de oméga compris entre 0 et 2. L'axe des Y correspond aux valeurs de rayon spectral. Donc, j'ai tracé le rayon spectral en fonction de oméga. Le rayon spectral de la matrice L oméga en fonction de oméga. J'ai choisi oméga entre 0 et 2. Et j'ai sélectionné le plus petit point, donc ce point-là, dans lequel le rayon spectral est le plus petit possible. Alors, si vous voyez bien, alors, comment j'ai fait ça? Pour tracer ça, j'ai pris plusieurs valeurs de oméga. Donc, toutes les valeurs possibles entre 0, toutes les valeurs entre 0 et 2 avec un pas qui est égal à 1 sur 100. Donc, 0,0. Et à la fin, j'ai trouvé que ce point, c'est le plus petit point. Alors, le point qui m'a été affiché, c'est
pour x est égal à 1,05. Et c'est très proche de la valeur théorique. Bien sûr, pour pouvoir avoir la valeur exacte théorique, je dois augmenter le poids. Le poids de dessin qui a été le poids que j'ai utilisé pour dessiner. Alors pour x égale 1,05, le rayon spectral y, c'est pratiquement 0,05. Donc ça, c'est une autre façon pour déterminer l'oméga optimal, mais en général, on n'utilise pas parce que c'est difficile à faire. Pour les matrices triangulaires, on a ce résultat qu'on utilise directement. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.